Savez-vous ce que c'est de se réveiller et de voir sa propre fille vous séquestrer chez vous, sentir l'odeur de votre nourriture disparaître du réfrigérateur et savoir qu'elle vous laisse dépérir de faim, de soif, vous privant de vos médicaments un par un? Ma fille, Adeline, m'a fait ça. Elle m'a gardée captive dans ma propre maison pendant 7 mois. Elle m'a torturée psychologiquement et physiquement jour après jour, juste pour me forcer à lui livrer chaque centime de ma vie. Si je n'avais pas eu une force que je ne sais d'où elle venait, si je n'avais pas supporté l'insupportable, vous ne seriez pas en train de m'écouter maintenant. Je serais morte, enterrée, oubliée, consumée par la cupidité la plus perverse qu'un être humain puisse avoir. Et tout ça à cause d'un argent qu'elle croyait lui appartenir. Et ce que le destin a réservé à Adeline à la fin, ce qui lui est arrivé a choqué non seulement notre petite ville d'Uzès, mais le pays entier. Parce que quand une mère décide, l'âme en miettes, de raconter chaque détail de la méchanceté la plus absurde d'une fille, quand les preuves de cette cruauté apparaissent, alors oui, mes amis, vous verrez que l'enfer est ici sur terre. Si vous avez des enfants, ou si vous connaissez quelqu'un qui vit un cauchemar familial à cause d'un héritage, laissez un pouce bleu tout de suite. Car après avoir écouté chaque seconde de mon histoire complète, vous comprendrez que la méchanceté peut porter le masque de l'amour le plus pur. Et qui sait si cette vidéo n'atteindra pas la bonne personne pour éviter qu'une autre mère ne soit réduite en miettes par sa propre famille. Dites-moi en commentaire, confieriez-vous vos vies, vos biens, à vos enfants adultes? Pensez-vous que le sang de votre sang est une garantie d'amour et de loyauté? Car c'est ce que je pensais. Jusqu'à la nuit où Adeline et Antoine ont verrouillé le portail de ma propriété et transformé ma maison en prison. Et s'il vous plaît, partagez cette vidéo partout, car la violence domestique, la cruauté familiale pour l'argent, peut être si grotesque que vous ne l'imagineriez jamais, et toute mère, tout père, doit connaître les signes, aussi incroyables qu'ils puissent paraître avant qu'il ne soit trop tard et que la torture ne commence. Mon nom est Geneviève Dubois, j'ai 75 ans, et toute ma vie a été dédiée à cette propriété à Uzès, dans l'arrière-pays du Gard. Je suis veuve depuis 10 ans, retraitée, et la seule chose qui me restait de mon cher Octave, c'était ce coin de paradis que nous avons construit ensemble, au fil de 50 ans de sueur et de privation. Ma vie a toujours été simple mais digne. J'ai travaillé comme couturière à mon compte, passant des nuits sur ma machine, pour m'assurer que ma fille unique, Adeline, ne manque de rien. Chaque point que je faisais à l'aiguille était une brique pour son avenir. Je voulais qu'elle ait l'éducation que je n'avais pas eue, les opportunités qui m'avaient été refusées. Je voulais qu'elle s'envole plus haut que je n'aurais jamais rêvé. Ma propriété avec son vaste verger, les animaux que j'aimais tant et cette petite maison en tuiles que vous voyez derrière moi est la matérialisation d'une vie entière de sacrifices. Chaque arbre fruitier planté, chaque pièce construite représente des années d'économie, de renoncement, d'un rêve que je croyais inébranlable. C'était mon refuge, mon seul bien, ma dignité. Ceux qui me connaissent ici à Uzès savent ma foi inébranlable, ma vie dédiée à l'église Saint-Étienne, mon travail bénévole pour les kermesses. Une vie de paix, de rectitude, construite avec beaucoup d'efforts et d'honnêteté. Je ne me suis jamais mêlée de problèmes. Je n'ai jamais désiré ce qui ne m'appartenait pas. Adeline a toujours été la prunelle de mes yeux, mon unique amour, la raison de chaque sacrifice. Quand elle est née, je me suis promis qu'elle aurait le monde. J'ai travaillé comme une forcenée pour qu'elle étudie, qu'elle ait les meilleurs vêtements, qu'elle ne connaisse jamais la misère que j'ai affrontée dans mon enfance. Elle était ma fierté. Elle a fait des études supérieures, a obtenu son diplôme en gestion, s'est mariée avec Antoine, un homme qui semblait gentil. J'ai sacrifié ma propre vie, mes propres rêves pour qu'elle réalise les siens. Comme toute mère le fait, avec un amour qui aveugle, qui ignore les signes les plus évidents. Mais vous allez découvrir comment une fille apparemment normale, éduquée, avec une profession et mariée, peut se transformer en un monstre froid et calculateur.
comment l'amour d'une mère peut nous aveugler sur la vraie nature meurtrière et cruelle de celui ou celle que nous avons élevé avec tant d'affection, et comment elle a trouvé en Antoine un complice à la hauteur de sa méchanceté. Croyez-vous qu'une fille puisse planifier et exécuter la torture de sa propre mère pour de l'argent? Qu'une bonne éducation et une éducation aimante ne garantissent pas le caractère, mais peuvent même aggraver la soif de cruauté? Dites-moi en commentaire si vous avez déjà suspecté un proche qui a changé à cause de l'argent. Parce que les signes étaient là, flagrants, et je n'ai tout simplement pas voulu voir la face du mal dans ma propre maison. Adeline a toujours été une fille avec un éclat différent dans les yeux, mais j'attribuais cela à son intelligence, à son ambition. Je voyais comme une force ce que je perçois aujourd'hui, comme une cruauté voilée. Elle était capricieuse, mais je pensais que c'était une forte personnalité. Je n'ai jamais imaginé que derrière ce sourire se cachait un esprit calculateur, capable de me détruire. À 25 ans, elle a épousé Antoine et ils ont déménagé à Aix-en-Provence. Apparemment, une vie de luxe. Mais derrière les apparences, l'entreprise d'Antoine a fait faillite, ils ont tout perdu. C'est à ce moment-là que le démon à l'intérieur d'Adeline s'est réveillé. Elle me voyait comme la dernière porte vers le luxe qu'elle désirait tant. « Maman, vous n'allez pas vendre cette propriété? Pourquoi s'accrocher à un vieux lopin de terre quand nous pourrions avoir une vraie vie ?» C'était la première fois qu'elle parlait de vendre mon foyer. « Ma fille, cette propriété est ma vie, mon havre de paix. C'est là que je serai enterrée à côté de ton père. » Et Antoine, à côté d'elle, avec un sourire qui me donne aujourd'hui des frissons, acquiesçait. « Quand vous mourrez, il sera peut-être trop tard, maman. Nous avons besoin de cet argent maintenant. Nous devons recommencer. » Elle a dit cela avec une froideur qui m'a glacé le sang, comme si mon existence était un obstacle, mon temps de vie une gêne, comme si mon corps n'était qu'une enveloppe pour l'héritage qu'elle voulait désespérément. Les signes d'une psychopathie latente ont commencé à émerger. Adeline a toujours été une collectionneuse obsessive. Jouets, vêtements, objets. Si quelqu'un touchait à ce qui était à elle, elle explosait de fureur. Enfant, elle détruisait les jouets de ses petits camarades qui osaient les toucher. Je pensais que c'était de la jalousie d'enfant. Aujourd'hui, je sais que c'était de la possessivité, le premier indice du monstre. Elle avait une capacité effrayante à feindre les émotions. Elle pleurait des larmes parfaites lors des funérailles de parents éloignés, mais au fond, je ressentais une absence, une froideur. Et quand Antoine est entré dans sa vie, il est devenu le miroir parfait de son ambition démesurée, la transformant en cruauté. Ils m'ont acculé. Ils ont commencé à venir plus souvent, à insister, à m'étouffer. Chaque conversation se transformait en torture psychologique. La propriété, avant mon refuge, a commencé à ressembler à une cage. J'étais prisonnière dans ma propre maison, avec ma propre fille, que j'aimais tant, devenant mon bourreau. Si vous percevez qu'Adeline était déjà un danger avant même que la torture ne commence, laissez un pouce bleu. Et dites-moi en commentaire, avez-vous déjà ressenti cette froideur, cette ambition démesurée chez quelqu'un que vous aimez? Car ce qui s'est passé ensuite fut un enfer que je n'aurais jamais cru possible. Le refus de vendre la propriété a déclenché l'enfer. Adeline et Antoine ont emménagé ici temporairement, disait-il. Mais je savais que c'était un mensonge. C'était le début de ma prison. Ils ont verrouillé les portails de la propriété, ont pris les clés de ma voiture. J'étais isolée. Ma propre maison est devenue mon cachot privé. « Maman, vous ne coopérez pas. Nous allons devoir nous assurer que vous réfléchissiez mieux à vendre la propriété. » Adeline a dit cela avec un sourire qui me donne aujourd'hui des frissons. Et Antoine, avec son regard glacial, m'a fixé. La torture a commencé de manière subtile, mais est rapidement devenue un tourment quotidien. D'abord, ils ont coupé mon téléphone. « Pour que vous ne soyez pas stressé par des appels inutiles », a dit Adeline. Ensuite, ils ont caché mon portefeuille, mes documents. « C'est pour votre sécurité, maman.
Les personnes âgées sont très ciblées. Je n'avais aucun moyen de demander de l'aide. La nourriture a commencé à se faire rare. Des repas de plus en plus petits, avec peu de variété. Mon garde-manger, autrefois bien fourni, a été vidé. Maman, vous mangez trop pour votre âge. C'est mauvais pour le cœur, me disait Adeline, pendant qu'Antoine mangeait la viande qui aurait dû être la mienne. Mes médicaments pour la tension et le diabète ont commencé à disparaître. Un jour, une plaquette, le lendemain, la moitié d'un flacon. Maman, vous avez dû les ranger ailleurs, mais vous oubliez, vous ne vous en rendez pas compte. C'était de la pure torture. Je sentais mon corps faiblir, ma vue se brouiller, ma tête martelée. Il m'empoisonnait lentement par la privation. Antoine me suivait partout où j'allais sur la propriété. Je n'avais même pas d'intimité dans ma propre salle de bain. C'est pour voir si vous ne tombez pas, si vous ne vous blessez pas, disait-il, avec un regard qui me transperçait l'âme. J'étais prisonnière, sous surveillance constante. Adeline a commencé à me forcer à signer des documents, des procurations. Maman, c'est juste pour organiser les comptes. Des broutilles de vieilles, quoi. Je refusais. Et chaque refus était puni par plus de faim, plus de soif, plus de privation de mes médicaments. Je dépérissais à vue d'œil. Les menaces sont devenues explicites. Si vous ne signez pas, on vous emmène dans un hôpital psychiatrique. Personne ne croira une vieille femme sénile, et là, il n'y aura plus de propriété à revendiquer. Antoine complétait, ou pire, les accidents arrivent dans une propriété, n'est-ce pas, Adeline? Terrifiant. Une nuit, je me suis réveillée avec Adeline et Antoine à côté de mon lit. Adeline tenait une cisaille de jardin, grande et affûtée. Antoine, un bidon d'essence. Dernière chance, maman. Signez, ou la propriété va brûler. Et vous, avec. Je tremblais. L'odeur de l'essence envahissait ma chambre. Mes yeux se sont remplis de larmes. Je n'avais plus de force. Mon esprit, autrefois si lucide, était brouillé par la faim, la peur, la privation. J'étais acculée, torturée jusqu'aux limites de ma raison. Je voulais juste que cela cesse. Voulez-vous savoir ce que j'ai fait cette nuit-là, avec la cisaille de jardin sur la gorge et l'odeur d'essence envahissant ma chambre? Voulez-vous savoir comment une mère, réduite à sa forme la plus vulnérable, a trouvé une étincelle de force pour résister à l'enfer que sa propre fille et son gendre avaient décréé? Dites-moi en commentaire. Auriez-vous eu la force de lutter jusqu'à votre dernier souffle contre votre propre sang? Ce qui va suivre est à fendre le cœur. La privation et les menaces n'ont pas suffi à briser mon esprit. J'ai refusé de signer. Et puis, la torture a escaladé à un niveau encore plus cruel. Adeline et Antoine ne se sont plus contentés de me laisser dépérir. Ils voulaient briser mon corps, tout comme ils essayaient de briser mon âme. Une semaine après cette nuit avec l'essence, Adeline est apparue avec une cuillère à soupe. « Maman, ouvrez la bouche, c'est votre remède. » C'était un liquide amer, imbuvable. J'ai senti mon corps trembler et ma tête tourner. Il me donnait quelque chose pour m'affaiblir encore plus. Ils ont commencé à me pousser, des poussées accidentelles dans l'escalier. « Oups, maman, vous êtes déséquilibrée, n'est-ce pas ?» Des coups de poing et des pincements sans faire exprès pendant que je dormais. « Maman, vous ronflez très fort, on voulait juste vous tourner. » Mon corps a commencé à avoir des ecchymoses, sans explication, sans chute apparente. Antoine accidentellement laissait des couteaux aiguisés près de mon lit, la lame tournée vers le haut. « Attention, la vieille, la propriété est dangereuse. » C'était un jeu macabre, une roulette russe avec ma vie. Il voulait que je me blesse, que je me tue, pour que cela semble être de ma faute. Ils ont commencé à détruire ce que j'aimais le plus sur la propriété. D'abord, le potager. Ils ont tout piétiné, arraché mes plantes avec rage. « Vous n'aurez pas besoin de potager si on vend tout, n'est-ce pas, maman ?» Ensuite, mes animaux. Mon chien fidèle est apparu malade, vomissant. Je savais qu'ils empoisonnaient mes bêtes pour me faire souffrir. Mes oiseaux, que j'élevais dans une grande volière dans le jardin,
sont apparus morts, un par un. Retrouvés, le cou brisé. Adeline m'en a apporté un, encore chaud, et a dit avec un sourire sadique: « Je crois qu'il a volé trop loin, n'est-ce pas, maman ?» Mon cœur se brisait en 1000 morceaux. Il tuait mon âme lentement, détruisant tout ce que j'aimais. Je vivais un enfer privé, sans pouvoir crier, sans personne à qui demander de l'aide. Chaque jour était une bataille pour survivre. Je pleurais en silence, priant pour que cela finisse. Ils voulaient me déshumaniser, me réduire à une loque pour que je signe tout, sans résistance. C'est alors que j'ai réalisé. Ils ne voulaient pas seulement l'argent, ils voulaient me voir souffrir. Ils voulaient le plaisir de la torture, le contrôle sur ma vie. Adeline et Antoine étaient sadiques et j'étais leur jouet, la cible de leur cruauté la plus profonde. Mon erreur a été d'aimer trop et de faire aveuglément confiance. Je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose. Mais comment? J'étais faible, isolée. Ils ne me laissaient même pas sortir de ma chambre sans surveillance. C'était un jeu du chat et de la souris, où j'étais la proie acculée. Mais une idée, désespérée, a commencé à germer dans mon esprit. Antoine et Adeline, dans leur arrogance, ont sous-estimé l'intelligence et la volonté de vivre d'une vieille femme. Ils ne savaient pas que la même femme qui les avait élevés et aimés était aussi une survivante, avec une astuce que l'âge n'avait fait qu'améliorer. J'avais besoin d'une aide extérieure et je savais exactement qui pourrait me sauver si j'arrivais à avoir une chance. Si vous êtes horrifiés par la cruauté que ma propre fille et mon gendre m'ont infligée, laissez un pouce bleu maintenant et partagez pour que personne ne tombe dans les pièges d'un psychopathe. Parce que ce que j'ai fait pour fuir cet enfer a été la chose la plus risquée de ma vie. Et ce que j'ai emporté comme preuve est ce qui les a condamnés. La torture a duré 7 longs mois. J'étais maigre, malade, l'âme en miettes. Mais une petite étincelle d'espoir s'est allumée quand Antoine, dans sa stupidité, a laissé son téléphone portable chargé dans le salon pendant quelques minutes et est sorti pour répondre à une urgence d'Adeline dans le verger. C'était ma seule chance. Avec les mains tremblantes, mais l'esprit plus lucide que jamais, j'ai rampé jusqu'au canapé. J'ai pris son téléphone, qui n'avait pas de mot de passe. Au milieu de centaines de photos et de vidéos d'Adeline lors de fêtes et de voyages luxueux, j'ai trouvé. J'ai trouvé les vidéos qu'ils avaient bien faites de moi. Ils me filmaient. Ils m'ont filmé, maigre et faible, pleurant de faim. Ils les ont filmés se moquant pendant que je demandais de l'eau. Ils ont filmé Adeline jetant mes médicaments dans les toilettes. Ils ont filmé Antoine donnant un coup de pied à mon petit chien avant de l'empoisonner. C'était un journal de torture, un trophée de cruauté. Le cœur battant fort, j'ai envoyé certaines de ces vidéos au numéro d'urgence de la gendarmerie d'Uzès, que j'avais mémorisé grâce à une campagne télévisée. Je ne pouvais pas risquer d'appeler. J'ai effacé les enregistrements d'envoi et j'ai remis le téléphone exactement là où il était. Quelques minutes plus tard, ils sont revenus et l'enfer a recommencé. J'ai attendu. J'ai prié. 2 jours plus tard, j'ai entendu un bruit de voiture inconnu s'approcher. Adeline et Antoine étaient dans la cuisine, en train de discuter, distraits. Je savais que c'était maintenant ou jamais. La propriété, bien que verrouillée, avait une petite porte de service à l'arrière, que j'avais secrètement desserrée avec un tournevis. C'était ma voie de fuite. Avec le peu de force qui me restait, j'ai rampé jusqu'à la porte arrière. À chaque pas, je sentais mes os grincer, ma vue s'obscurcir. J'ai poussé la porte de toutes mes forces. Elle s'est ouverte un peu, juste assez pour que je puisse passer. J'ai couru, ou plutôt, j'ai titubé, dehors, désespéré. Adeline et Antoine m'ont vu. « Maman, reviens ici, vieille idiote !» Le cri d'Adeline me poursuivait. Mais j'ai continué à courir, me traînant sur le chemin de terre. Et puis je l'ai vue. La voiture de gendarmerie était arrêtée au bout du chemin de terre qui mène à la propriété. Ils attendaient. Mes voisins, la famille de M. Duval, qui s'était toujours méfié de la disparition soudaine de ma présence sur ma propriété,
étant avec la gendarmerie. Il m'avait vu tituber et avait alerté les autorités. Antoine et Adeline, en apercevant la gendarmerie, ont tenté de fuir dans le bois qui entoure la propriété. Mais il était trop tard. Les gendarmes, alertés par les vidéos et la dénonciation des voisins, avaient déjà tout encerclé. Adeline et Antoine ont été arrêtés en flagrant délit, couverts de terre, les yeux écarquillés de haine et d'incrédulité. Ils ne s'attendaient pas à ce que moi, la vieille femme sans défense, ait la force de riposter. Par terre, j'étais faible, mais libre, vivante. Dans la voiture de gendarmerie, avant d'être emmenée à l'hôpital, j'ai entendu les cris d'Adeline. « C'est de votre faute, vieille, je méritais cet argent. Vous avez toujours été égoïste. » Antoine essayait de la calmer, mais leur désespoir et leur haine étaient palpables. Comment n'aurais-je jamais rien donné? Je lui ai donné ma vie, et le paiement a été la torture la plus cruelle. Ceci n'est que la première partie de mon histoire. Ce qui s'est passé au commissariat, les révélations choquantes sur le passé criminel d'Adeline et d'Antoine, et comment la justice a commencé à agir, vous le saurez dans le prochain bloc. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un pouce bleu pour me donner la force de continuer. Et partagez cette vidéo pour qu'elle atteigne chaque mère, chaque père, car l'enfer peut être plus proche qu'on ne l'imagine, et la lutte contre sa propre famille est la plus douloureuse de toutes. À bientôt pour le prochain bloc de mon histoire, où la vérité absurde commencera à être révélée. Et partagez cette vidéo pour qu'elle touche chaque mère, chaque père, car l'enfer peut être plus proche qu'on ne l'imagine, et la lutte contre sa propre famille est la plus douloureuse de toutes. À bientôt pour le prochain bloc de mon histoire, où la vérité absurde commencera à être révélée. Vous avez vu qu'Adeline et Antoine ont été arrêtés en flagrant délit, mais ce qui s'est passé après a choqué tout le monde au commissariat d'Uzès. Voulez-vous connaître la réaction d'Adeline lorsque les preuves absurdes de sa cruauté sont apparues au grand jour? Et ce que j'ai révélé sur son passé est celui d'Antoine qui a transformé un simple cas de torture familiale en quelque chose de bien plus grand, laissant même l'inspecteur sans voix, car ce que j'ai raconté sur leur secret a été si dévastateur que la France entière, en l'apprenant, est restée bouche bée. Adeline et Antoine pensaient pouvoir tromper tout le monde, que leur façade de personnes honnêtes tiendrait bon. Mais quand le masque est tombé au commissariat, quand l'horreur de leurs actes a éclaté au grand jour, alors oui, vous verrez que leur méchanceté n'avait pas de limite et que je n'étais que la dernière victime d'une longue liste. Si vous voulez connaître chaque détail de la façon dont la justice a commencé à agir contre ces monstres et la vérité choquante derrière leur cruauté, laissez un pouce bleu tout de suite, car ce qui va suivre va vous glacer le sang, et partagez pour qu'un maximum de personnes sachent que le loup peut se vêtir de la peau d'agneau, même à l'intérieur de la maison. Adeline et Antoine ont été conduits au commissariat d'Uzès au beau milieu de la nuit. Adeline, les cheveux en bataille, le visage égratigné à force d'avoir tenté de forcer la porte de ma chambre, et Antoine, les yeux rougis, ressemblaient à des animaux acculés. Je les ai accompagnés, faibles, mais avec une force inébranlable, la force de la vérité. Je voulais voir le scandale éclater quand ils seraient confrontés. L'inspecteur Dubois, qui me connaissait déjà de mes années de bénévolat à l'église, m'a regardé avec compassion, puis les a fixés avec une gravité effrayante. Adeline Dubois et Antoine Legrand, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre, torture, séquestration et violation de domicile. Savez-vous quelle a été la première réaction de ma fille? Un sourire moqueur, presque maniaque. C'est absurde, la vieille est folle. Elle a tout inventé parce qu'elle ne veut pas me donner l'héritage, a-t-elle crié, comme si j'étais la méchante de l'histoire. Pas une seule question sur mon état de santé, pas la moindre trace de remords. Antoine, à côté d'elle, a murmuré. « Elle est déséquilibrée, inspecteur. C'est la sénilité. » « Déséquilibrée ?» L'inspecteur Dubois a activé le moniteur dans la salle d'interrogatoire. « Adeline, Antoine, nous avons tout enregistré. Les caméras que Madame Geneviève a installées ont tout montré.
Et les vidéos ont commencé à défiler. La scène d'Adeline jetant mes médicaments dans les toilettes. Antoine donnant un coup de pied à mon fidèle. Adeline vidant mon garde-manger pendant que je regardais affamé. La scène du liquide dans le purificateur. Et le summum, la scène des deux avec la cisaille de jardin et le bidon d'essence. Ils se sont débattus sur leurs chaises, sous le choc. C'était de la légitime défense. Elle nous provoquait. Elle refusait de nous aider, a crié Adeline, tentant de se justifier avec un argument si absurde que même un sot n'y aurait pas cru. Nous voulions juste notre part. Elle est égoïste. Antoine essayait de se faire passer pour une victime, mais la vidéo le contredisait. C'est là que moi, même affaibli, j'ai senti l'adrénaline me propulser. Défense? Vous m'avez laissé sans nourriture pendant des jours, sans mes médicaments pour la tension et le diabète. Vous m'avez torturé, humilié, privé de ma dignité. Vous avez filmé mon agonie. Vous êtes sadique, pas désespéré. Ma voix, bien que rauque, a résonné dans la pièce. Adeline m'a regardé avec une haine pure, une haine qui débordait de la vidéo vers la réalité. L'avocat de la défense, un avocat commis d'office visiblement gêné, a tenté d'intervenir. « Mes clients sont en état de choc, inspecteur. Ne dites plus rien. » Mais Adeline, dans son accès d'arrogance, ne pouvait se taire. Elle l'a mérité. Elle nous a toujours méprisés. Cet argent nous revenait de droit. Il fallait qu'elle meure vite pour qu'on le prenne. « Mourir vite? Pour prendre quoi ?» a demandé l'inspecteur, la voix glaciale. « La propriété, l'argent, tout. Pourquoi attendre que sa vieillesse se termine? Nous en avons besoin maintenant. » C'est à ce moment-là que l'inspecteur Dubois et moi avons compris la profondeur de leur perversité. Ils ne voulaient pas seulement l'argent. Ils voulaient le contrôle de ma vie, et ma mort n'était que le moyen le plus rapide d'atteindre leur fin. Cette façade de désespoir financier était un mensonge cruel. Ils étaient des prédateurs. Et si vous ressentez la peur en voyant la froideur et le cynisme d'Adeline et Antoine au commissariat, laissez un pouce bleu. Et dites-moi en commentaire, imaginiez-vous qu'un enfant et un gendre pouvaient être si cruels et inhumains pour de l'argent? Parce que ce que l'inspecteur a commencé à découvrir après était quelque chose que même moi, la mère, ne pouvais concevoir. Pendant qu'Adeline et Antoine dépérissaient en cellule, la gendarmerie d'Uzès, alertée par les vidéos et ma dénonciation détaillée, a commencé à enquêter en profondeur sur leur vie. Ce que l'inspecteur Dubois et son équipe ont découvert n'était pas seulement choquant, c'était un véritable trou noir de crimes qui allait bien au-delà de ma propriété. La première piste a été donnée par ma propre fille. Adeline, dans un moment de fureur incontrôlable au commissariat, a crié « Nous ne sommes pas des amateurs comme ils le pensent. Nous l'avons déjà fait avant et on ne nous a jamais attrapés. » Cette phrase a été l'élément déclencheur pour l'inspecteur Dubois. Il a ordonné une recherche exhaustive des dossiers d'Adeline et d'Antoine dans d'autres villes, se concentrant sur les décès mystérieux de personnes âgées. Ce qu'ils ont trouvé était à glacer le sang. « Madame Geneviève, » m'a dit l'inspecteur, quelques jours plus tard, le visage grave, « Adeline et Antoine sont un duo criminel extrêmement dangereux. Ils ont un historique de 5 ans de disparition et de décès en série, déguisés en accidents ou en causes naturelles. C'étaient des fantômes, changeant de ville à chaque coup. 5 ans, mon Dieu. Ils ont commencé à Aix-en-Provence avec Monsieur Louis, un riche retraité. Il a disparu, la maison a été vendue avec une procuration falsifiée par Antoine. Ensuite, à Blois, Madame Hélène, une dame solitaire. Elle est décédée d'infarctus, a tout laissé à Adeline dans un testament falsifié. À La Rochelle, Monsieur Pierre, un pêcheur avec une petite maison sur la plage. Noyade accidentelle. Adeline est devenue bénéficiaire de l'assurance vie. À Colmar, Madame Janine, une professeure veuve. Chute mortelle et un prêt gigantesque à son nom, signé par Antoine qui a disparu. Et enfin, Madame Émilie, que j'avais dénoncée auparavant, dont le corps a été retrouvé. Elle a été asphyxiée. 5 victimes avant moi, sans compter Madame Émilie. Ma tête tournait.
je ne survivais pas seulement à un cas isolé. J'étais la survivante d'un duo de tueurs en série. Adeline, avec sa formation d'infirmière, savait exactement comment manipuler les symptômes, comment simuler des maladies, comment administrer des substances létales qui semblaient naturelles. Antoine était le bras armé, l'exécuteur, celui qui falsifiait les documents et s'assurait que les preuves disparaissaient. Ils étaient la machine à tuer parfaite. Dans la maison d'Aix-en-Provence, la gendarmerie a trouvé un véritable laboratoire macabre. Des poisons rares, des seringues, des documents falsifiés et un carnet. Un carnet méticuleusement organisé par Adeline, avec des photos, des adresses et des profils de plus de 40 personnes âgées et malades de tout le territoire français. Tous avec un patrimoine, tous leurs prochaines cibles. J'étais sur la page la plus récente de ce livre de la mort. Madame Geneviève, votre fille et votre gendre ne sont pas seulement des tortionnaires. Ce sont des tueurs en série et des escrocs professionnels. Cette liste est un catalogue de morts qu'ils prévoyaient d'exécuter dans les prochaines années. Vous avez été la cible qui a brisé leur schéma, la seule qui a résisté et les a exposés. 40 noms. Adeline et Antoine prévoyaient de continuer à tuer pendant des décennies. J'étais la seule pièce qui ne rentrait pas dans leur jeu. Pouvez-vous imaginer que j'ai élevé une tueuse en série qui, avec son complice, planifiait un véritable massacre de personnes âgées pour de l'argent? Que pendant 7 mois, j'ai vécu sous le même toit qu'un duo de démons, sans savoir que je n'étais qu'un numéro sur une liste macabre de 40? Dites-moi en commentaire comment vous vous sentiriez en découvrant cette vérité dévastatrice sur votre propre sang. Si vous êtes choqué, terrifié par ces révélations, laissez un pouce bleu tout de suite et partagez pour que cette histoire absurde atteigne chaque recoin et alerte un maximum de familles sur la cruauté qui peut se cacher derrière un sourire. Le danger peut se trouver là où on l'attend le moins. Découvrir que ma fille, Adeline et Antoine formaient un duo de tueurs en série, d'escrocs et de tortionnaires n'a pas seulement détruit mon corps. Cela a détruit mon âme, mon esprit, la mémoire de mon amour maternel. J'ai passé des semaines sans dormir, revivant chaque regard, chaque phrase, chaque torture, chaque accident qu'ils avaient causé, me demandant où ai-je tant échoué pour créer un tel monstre. La Dreléa Durand, ma psychologue à Uzès, a tenté de me relever. Madame Geneviève, la psychopathie est un trouble complexe. Ce n'est pas la faute de votre éducation. Adeline et Antoine sont des manipulateurs. Ils ont trompé tout le monde, y compris vous. Vous êtes une survivante, pas une coupable. Mais la culpabilité me rongeait. J'ai commencé à réinterpréter toute l'enfance d'Adeline. Je me suis souvenu de la fois où, à 7 ans, elle avait sauvé un chaton de la rue et l'avait ensuite jeté dans la citerne sans faire exprès. À 10 ans, elle avait trouvé le portefeuille de la voisine avec tout l'argent et oublié de le rendre en accusant le vent. De petits actes de méchanceté, d'absence d'empathie, que je justifiais comme des choses d'enfant. Je me suis souvenu des yeux d'Adeline quand elle trouvait un animal blessé. Il n'y avait pas de compassion, juste une curiosité froide. Quand l'animal mourait, elle l'observait comme une expérience, sans larmes. « Maman, il ne bouge plus. » C'était une voix si enfantine et innocente que je n'ai pas vu l'abîme qui se formait en elle. À l'adolescence, Adeline était passée maître dans l'art de manipuler les gens autour d'elle. Elle obtenait toujours ce qu'elle voulait, usant de charme ou de chantage émotionnel. Je pensais que c'était de la malice. Antoine, quand il l'a rencontrée, a amplifié cette manipulation, la transformant en un outil pour le crime. Il était le partenaire idéal pour son obscurité. La Dreléa Durand a expliqué « Les psychopathes voient les gens comme des objets, Madame Geneviève. Ils n'aiment pas, ne ressentent aucun remords. Ils utilisent. Et quand vous êtes devenu un obstacle à leur objectif, qui était votre argent, vous êtes devenu une cible. Et Antoine était le complice parfait, sans scrupules, sans limite morale. Il a été dévastateur de réaliser que chaque « je t'aime, maman »
Chaque étreinte qu'Adeline me donnait, chaque cadeau qu'Antoine m'apportait, était une mise en scène, une cruelle mascarade pour maintenir la farce. Ils ne m'ont jamais aimé. Ils m'ont juste utilisé, sucé jusqu'à la moelle, puis ont essayé de me jeter, comme un objet sans valeur. L'image d'Adeline avec la cisaille de jardin et d'Antoine avec l'essence ne me quittait plus. Et la certitude qu'ils me filmaient dans mon agonie pour leur propre plaisir, c'était le summum de la perversité. J'étais dans un trou noir de douleur, mais je devais en sortir pour me battre pour la justice. Si vous ressentez la douleur indescriptible d'une mère découvrant la vraie nature d'un enfant et de son complice, laissez un pouce bleu tout de suite, parce que cette découverte fait plus mal que n'importe quelle blessure physique. Et dites-moi en commentaire comment se relever après un traumatisme aussi profond causé par son propre sang. Les mois qui ont suivi ont été marqués par une préparation intense. Le procureur Fournier, d'Uzès, m'a convoqué pour d'innombrables réunions. Madame Geneviève, c'est le cas le plus complexe et le plus cruel que j'ai jamais vu. Adeline et Antoine ont bâti un empire de morts déguisés. Votre témoignage, et surtout les vidéos que vous avez enregistrées, sont la preuve qui les condamnera pour des dizaines de crimes. Procureur Fournier, je veux la condamnation maximale. Je veux qu'il ne sorte plus jamais de prison. Ai-je dit, avec une froideur que je ne me connaissais pas. La vieille Geneviève était morte sous la torture. J'étais renaître une femme assoiffée de justice. Ils prendront plus de 200 ans, Madame Geneviève. C'est ce qu'ils méritent. Ce sont des psychopathes, irrécupérables. Les preuves étaient accablantes. Les autopsies des 5 corps exhumés ont confirmé les décès par empoisonnement et asphyxie. Les rapports toxicologiques étaient irréfutables, montrant des substances rares auxquelles Adeline, en tant qu'infirmière, aurait eu accès. Le corps de Madame Émilie a été retrouvé, avec des signes de lutte. L'expertise graphologique a confirmé les signatures falsifiées d'Antoine sur les documents. Le carnet d'Adeline, avec les 40 noms de futures victimes, a été la preuve finale de l'esprit malade derrière tout ça. La gendarmerie a découvert qu'Adeline et Antoine avaient des plans pour étendre leur opération à d'autres régions, ciblant des personnes âgées solitaires dans des maisons de retraite et des cliniques privées. C'était un business de la mort, une industrie de la souffrance. L'affaire a éclaté dans les médias nationaux. Le duo de l'horreur d'Uzès, fille et gendre tueurs en série, torturent leur mère et tuant des personnes âgées pour l'héritage. La carte de la mort. Un carnet révèle 40. Prochaine victime du couple monstre. Le pays était sous le choc. Mon histoire est devenue un symbole de la terreur qui peut exister au sein du foyer. Des journalistes de toutes les grandes chaînes et journaux me cherchaient sans relâche. Madame Geneviève, comment vous sentez-vous en étant la preuve vivante de la cruauté la plus absurde? Je répondais, je ressens la douleur d'avoir créé un monstre, mais aussi la force d'avoir survécu et de me battre pour que cela n'arrive à personne d'autre. Ma douleur est devenue ma mission. La défense d'Adeline et Antoine a tout tenté. Ils ont plaidé la folie mentale, ont affirmé que moi, la victime, j'étais la manipulatrice de la famille, ont invoqué l'usage de drogue. Ils ont essayé de me discréditer, de dire que j'étais sénile. Mais les preuves étaient trop solides et les vidéos étaient indéniables. La vérité était trop absurde pour être un mensonge. Adeline et Antoine ont tenté de me voir en prison plusieurs fois. Ils ont envoyé des lettres pleines d'un repentir forcé, demandant pardon, disant que j'étais leur unique famille. Je les ai toutes déchirées. Je savais que c'était une nouvelle tentative de manipulation. La vieille Geneviève qui pardonnait aveuglément était morte. Et je n'allais pas tomber dans le même piège à nouveau. J'ai décidé de leur rendre visite une unique et dernière fois. Non pas pour pardonner, mais pour m'assurer que ce que je ferais au tribunal serait la bonne chose. Pour regarder dans les yeux l'enfer qu'ils étaient devenus. C'était mon adieu final à la fille que j'avais eue et au gendre que j'avais accueilli. Dans la salle des visites de la prison,
Adeline et Antoine étaient là, maigres, pâles, avec les uniformes oranges qui les marquaient comme des criminels. Quand ils m'ont vu, Adeline a forcé un sanglot désespéré, de ce que seul un psychopathe peut jouer. Antoine, à côté d'elle, essayait de paraître repentant, mais ses yeux avaient le même éclat froid qu'avant. « Maman, que c'est bien que vous soyez venue. J'ai tellement besoin de votre aide. Nous étions malades, maman. Antoine m'y obligeait. Je ne savais pas ce que je faisais. » Adeline a pleurniché, rejetant la faute sur son mari, sur la maladie. Je savais que c'était un mensonge. Elle aimait chaque seconde de la cruauté. « Malade ? Adeline, Antoine, vous n'étiez pas malade. Vous commettiez des crimes, et avec plaisir. Et Monsieur Louis, Madame Hélène, Monsieur Pierre, Madame Janine et Madame Émilie, étaient-ils aussi malades quand vous les avez tués et volés ou quand vous les avez séquestrés et asphyxiés? Et les 40 noms dans votre carnet, Adeline, allant-ils aussi tomber malades par hasard? Ils se sont tus. Il n'y avait plus moyen de nier les preuves, les exhumations, les témoignages des familles, le carnet. La façade de désespoir s'est effondrée. C'étaient des accidents, maman, des coïncidences, a balbutié Antoine, et Adeline a détourné le regard. C'était pathétique. Adeline, Antoine, vous êtes des tueurs en série, des séquestreurs, des tortionnaires. Il n'y a aucune excuse pour ce que vous avez fait. Vous avez perdu le droit d'être appelés mes enfants, ma famille. Ma voix était ferme, cinglante. Je n'ai pas ressenti une once de pitié. Juste la certitude que la Geneviève qu'ils avaient tenté de tuer était de retour, plus forte que jamais. « Mais maman, pardonnez-moi, on va changer. Nous serons de bonnes personnes, » a imploré Adeline, les larmes coulant sur son visage, forcées, répétées. « Adeline, un psychopathe ne change pas. Et Antoine est votre miroir. Vous serez dangereux pour toujours. C'est pourquoi vous resterez en prison pour le reste de votre vie. Et je ferai tout pour m'en assurer. » La fureur a envahi ses yeux. Antoine a serré les poings. « Vous êtes une vieille égoïste et vengeresse. C'est pour ça qu'on a fait ce qu'on a fait. Vous avez mérité chaque seconde de la torture. » Là se trouvait la vraie Adeline, sans masque. Le démon en chair et en os. Antoine acquiesçait. « Merci de confirmer que la décision de ne pas vous pardonner a été la plus juste de ma vie. Vous avez prouvé que vous ne méritez pas la moindre once de compassion. »« Quelle décision ?» a crié Adeline, se levant brusquement. « Celle de ne plus jamais vous considérer comme ma fille, Adeline. Et vous, Antoine, de ne plus jamais être mon gendre. Maintenant, vous n'êtes que des criminels que j'ai eu le malheur d'élever et de croiser sur mon chemin. » Ce furent mes derniers mots. Je suis sortie de cette prison, épuisée mais soulagée. Leur chapitre dans ma vie était enfin clos. Si vous pensez que j'ai eu raison de couper tout lien avec Adeline et Antoine et de rechercher la justice la plus sévère, laissez un pouce bleu tout de suite. Et dites-moi en commentaire, pardonneriez-vous un enfant et un gendre qui ont fait tout cela pour de l'argent? Pour moi, il n'y a pas de pardon pour ce genre de cruauté. Le jour du procès est arrivé. Le tribunal d'Uzès était cerné par des journalistes, des caméras, des curieux, des familles des victimes d'Aix-en-Provence, Blois, La Rochelle, Colmar. La France entière voulait voir Adeline et Antoine être jugés. C'était l'affaire criminelle de l'année qui exposait une épidémie silencieuse de violence contre les personnes âgées. Le juge, monsieur le juge Morel, un magistrat expérimenté, a ouvert la séance avec un visage grave. Ceci est l'une des affaires les plus barbares, complexes et absurdes que cette cour ait jamais présidées. Homicides multiples, séquestration, torture et détention arbitraire perpétrées par une fille et son conjoint contre leur propre mère et des personnes âgées et vulnérables. Un crime de pur sadisme et de pure cupidité. Adeline et Antoine sont entrés dans la salle, menottés, escortés par un important dispositif de sécurité. Adeline avait les cheveux courts, sans maquillage, une image fantomatique de ce qu'elle avait été. Antoine, le visage pâle et défait,
Ils savaient qu'il n'y avait plus où fuir. Le pays entier les voyait comme les monstres qu'ils étaient. Le procureur, monsieur le procureur Fournier, a commencé son réquisitoire, présentant les preuves, une par une, d'une voix forte et implacable. Les vidéos de la torture à la propriété, les rapports des 5 autopsies détaillant chaque poison, chaque méthode, les preuves du séquestre de Madame Émilie, les expertises confirmant les procurations falsifiées et le carnet. Ce maudit carnet avec la liste des 40 futures victimes, un arsenal de cruauté. Mesdames et messieurs les jurés, vous n'allez pas juger seulement un couple de criminels ordinaires, vous allez juger l'incarnation du mal. Cette femme et son complice ont transformé la mort et la souffrance en une industrie. Ils tuaient des personnes âgées sans défense pour voler et ont torturé leur propre mère par plaisir. Ils prévoyaient de tuer 40 personnes de plus. Ils représentent un danger permanent pour la société. Le procureur les a désignés du doigt et l'atmosphère dans la salle d'audience est devenue lourde. Quand mon tour est venu de témoigner, un silence sépulcral a envahi le tribunal. J'étais le summum de la preuve, la mère qui avait survécu à l'enfer créé par sa propre fille. J'ai marché jusqu'au micro, j'ai regardé directement Adeline et Antoine, et les mots sont sortis de mon âme, chargés de douleur et de justice. Mesdames et messieurs les jurés, moi qui ai créé ce monstre, Adeline, et accueilli ce démon, Antoine, je vous demande de toutes mes forces restantes, condamnez-les tous les deux à la prison à perpétuité, car Adeline n'est plus ma fille. Elle et Antoine sont des tueurs en série, des séquestreurs et des tortionnaires qui méritent de pourrir en prison, pour le bien de la société, pour le bien de toutes les mères et de tous les pères. Ma voix était ferme, sans hésitation. Le tribunal a explosé. Un brouhaha généralisé, des journalistes courant pour transmettre, des jurés les yeux embués, certains acquiescents. Adeline a tenté de crier, s'est débattue, mais les agents de sécurité l'ont contenue. Antoine semblait avoir perdu toutes ses forces. C'était la première fois dans l'histoire de la France qu'une mère demandait la prison à perpétuité pour sa propre fille et son gendre en direct, d'une manière si viscérale et irréfutable. Ma fille et mon gendre ont tué 5 innocents, ont séquestré une personne âgée et m'ont torturé pendant 7 mois, tentant de me tuer. Ils prévoyaient d'en tuer 40 de plus. C'est pourquoi moi, en tant que mère et en tant que victime, je demande la justice la plus sévère. Qu'ils ne voient plus jamais la lumière du jour pour ne plus causer de douleur à personne. Les caméras de télévision ont zoomé sur mon visage, sur le visage d'une femme qui, même brisée, avait trouvé la force de se battre pour ce qui était juste. Ce qui s'est passé après cette déclaration, la réaction d'Adeline et d'Antoine, la délibération du jury et la sentence qu'ils ont reçue, vous le saurez dans le prochain bloc. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un pouce bleu, car la conclusion de cette histoire absurde est encore plus impactante. Et partagez pour que plus de personnes voient que parfois, choisir entre la famille et la justice est la seule et la plus douloureuse option. J'ai choisi la justice, et je ne le regrette pas. À bientôt pour le prochain bloc de mon histoire, où le destin final de ces monstres sera scellé. Vous avez vu que j'ai demandé la prison à perpétuité pour ma propre fille, Adeline, et pour Antoine, mon gendre, au tribunal. Mais voulez-vous connaître leur réaction exacte lorsqu'ils ont entendu leur propre mère et victime demander leur emprisonnement? Comment leur méchanceté a explosé devant le pays? Et la sentence absurde que le juge a prononcée contre ces monstres, parce que le jour du procès n'était pas seulement un cirque médiatique, ce fut la scène où la vérité la plus cruelle sur la famille s'est révélée à la France entière, d'une manière que personne n'aurait jamais imaginée. Adeline et Antoine pensaient pouvoir manipuler le jury, qu'ils seraient libérés avec une excuse bidon. Mais quand ma voix a résonné dans le tribunal, quand j'ai montré le visage de la terreur qu'ils représentaient, alors oui, le pays entier a compris quel genre de psychopathes ils étaient réellement, et la justice n'a eu d'autre choix que d'agir avec toute sa rigueur. Si vous voulez connaître chaque cri, chaque tentative d'attaque, chaque larme feinte et chaque mot de condamnation qui ont marqué le procès de ces démons,
laissez un pouce bleu tout de suite. Parce que ce qui s'est passé après ma déclaration au tribunal a été encore plus choquant et absurde. Et partagez pour que la justice, aussi douloureuse soit-elle, atteigne tous ceux qui ont besoin de force. Quand j'ai eu fini de parler demandant la prison à perpétuité pour Adeline et Antoine, le tribunal d'Uzès a plongé dans un silence pesant. 10 secondes qui ont semblé une éternité. C'était comme si l'air s'était évaporé. Tous, des jurés aux journalistes, étaient en train de digérer ce qu'ils venaient d'entendre. Une mère demandant la condamnation maximale pour sa propre fille et son gendre en direct à la télévision. Alors, l'enfer s'est ouvert. Adeline a explosé. Elle s'est levée de son siège d'accusée, le visage tordu de fureur, et a tenté de courir vers moi, hurlant comme une furie. « Vieille maudite, j'aurais dû vous tuer de faim pour de bon. J'aurais dû vous couper la gorge quand j'en avais l'occasion. Vous allez le regretter. » Les agents de sécurité ont dû se jeter sur elle pour la maîtriser. Elle était complètement hors de contrôle, révélant sa véritable face démoniaque au monde entier. « Vous ne savez rien. Cette vieille garce a toujours été égoïste. Elle ne nous a jamais donné ce que nous méritions. Elle nous humiliait, nous contrôlait. » hurlait-elle aux jurés, aux caméras, aux pays entiers. C'était exactement ce que la France avait besoin d'entendre. Adeline elle-même se condamnant, montrant sa cruauté sans limite, la haine qui l'animait. Le juge Morel a frappé son marteau avec force. « À l'ordre dans le tribunal. Accusé, asseyez-vous ou vous serez expulsé de force. » Mais Adeline n'arrêtait pas de crier. « Mère ingrate, à cause de vous, je vais pourrir en prison. Vous devriez être morte et enterrée. Je voulais vous voir souffrir davantage. » Chaque mot était une confession, une preuve irréfutable de sa méchanceté intrinsèque. Antoine, qui était jusque-là sous le choc, a lui aussi commencé à se débattre. « Elle a menti. Tout est mensonge. C'est elle la manipulatrice ici, » criait-il, tentant de défendre Adeline et lui-même, mais sa voix était faible, étranglée par la peur. Les avocats de la défense, visiblement choqués par la crise d'Adeline, essayaient, en vain, de faire taire leur client. Mais il était trop tard. Adeline avait tout avoué, en direct, à la France. « Oui, j'ai torturé. Oui, je voulais qu'elle me donne l'argent. Et j'essaierai encore si j'en avais la chance. Elle ne mérite pas de vivre. » Ce furent 5 minutes de folie totale. Adeline insultant, criant, confessant chaque crime, menaçant publiquement. Les caméras de télévision enregistraient chaque seconde de cette crise psychotique. Quand ils ont finalement réussi à traîner Adeline hors de la salle et à la calmer dans une pièce annexe, le mal était fait. Elle avait détruit toute chance de défense. Elle avait montré au pays entier par ses propres cris de fureur qu'elle était exactement le monstre que j'avais dénoncé. Antoine, paniqué, s'est rassis, tremblant. Le procureur Fournier n'a même pas eu besoin d'en dire plus sur mon accusation. Il a simplement regardé le jury et a dit « Mesdames et messieurs les jurés, vous venez d'assister, de vos propres yeux et de vos propres oreilles, à la vérité. » L'accusée Adeline a avoué, menacé et démontré une absence totale de remords. Son comportement dispense de toute argumentation de l'accusation. Je demande la condamnation maximale pour elle et son complice, Antoine. Si vous avez ressenti l'angoisse de voir Adeline et Antoine se condamner seuls dans un accès de haine, laissez un pouce bleu. Et dites-moi en commentaire, croyez-vous qu'un enfant et un gendre peuvent haïr à ce point leur propre mère et belle-mère, au point de perdre ainsi le contrôle en public, parce que ce que les prochains témoignages ont révélé était encore plus bizarre. Après la crise d'Adeline, le tribunal a écouté les témoignages des familles et des autres victimes. Ce n'étaient pas seulement des témoins, c'étaient des survivants d'une douleur similaire qui voyaient maintenant la justice approcher. Le premier à témoigner fut le fils de M. Louis, le retraité d'Aix-en-Provence qui avait disparu mystérieusement. Mesdames et messieurs les jurés, mon père était lucide, indépendant. Soudain, Adeline, qui se présentait comme aide à domicile bénévole, est devenue son ombre. Quelques mois plus tard, il a disparu. La maison a été vendue avec une procuration qu'il n'aurait jamais signée.
Antoine était responsable des démarches. Nous avons eu des soupçons tout de suite, mais nous n'avons jamais eu de preuves, jusqu'à maintenant. La voix du fils était étranglée, mais ferme. C'était la confirmation du premier crime. Le deuxième témoignage fut celui de la nièce de Madame Hélène, la dame de Blois qui était décédée d'infarctus. Ma tante était un roc. Soudain, Adeline est apparue, se disant amie. En quelques semaines, elle a fait un nouveau testament, laissant tout à cette femme qu'elle connaissait à peine. Et en un mois, ma tante a fait un infarctus. Nous avons trouvé cela étrange. Mais qui se serait méfié d'une infirmière aussi dévouée qu'Adeline? C'était l'histoire qui se répétait, avec la complicité silencieuse d'Antoine en arrière-plan. Le troisième témoignage fut celui du frère de Monsieur Pierre, le pêcheur de La Rochelle. Mon frère ne s'était jamais noyé de sa vie. Il était expérimenté. Adeline et Antoine passaient un week-end chez lui. Peu de temps avant, Antoine avait fait signer à mon frère une assurance vie et Adeline en était la bénéficiaire. La police avait dit que c'était un accident. Maintenant, nous savons que c'était un assassinat. Le frère de Monsieur Pierre pleurait, mais ses yeux montraient d'une fureur contenue. La vérité éclatait enfin. La suivante fut la petite fille de Madame Janine, la professeure veuve de Colmar. Ma grand-mère était forte. Adeline et Antoine se sont rapprochés, se disant amis. Ils ont réussi à lui faire signer un énorme prêt qui a disparu. Et peu de temps après, ma grand-mère est tombée et s'est cognée la tête, mort instantanée. J'ai toujours pensé que c'était un mensonge. Maintenant, je sais qu'ils l'ont volée et tuée. C'était la cruauté dans sa forme la plus éhontée. Enfin, le témoignage le plus glaçant. Le voisin qui a retrouvé le corps de Madame Émilie, la personne âgée séquestrée par Adeline et Antoine. Nous avons cherché Madame Émilie pendant des jours. Ils ont dit qu'elle était partie en voyage. Mais j'ai vu Adeline et Antoine entrer chez elle le jour de sa disparition, avec de grandes valises. Et puis, son corps dans le bois. Elle a été asphyxiée. Ma voisine, une si bonne femme, tuée par ses démons. Le voisin pleurait de manière incontrôlable, la preuve irréfutable du séquestre et de l'homicide. Chaque témoignage révélait un schéma d'horreur. Adeline et Antoine s'approchaient de personnes vulnérables, gagnaient leur confiance sous une façade de gentillesse, manipulaient, volaient, et ensuite les gens mouraient ou disparaissaient. C'était une machine à tuer et à voler, fonctionnant depuis des années sous le déguisement de la compassion et du bon voisinage. Le trou noir de leurs crimes s'ouvrait encore plus. Pouvez-vous croire qu'Adeline et Antoine aient maintenu cette façade pendant tant d'années, tuant et volant, sans éveiller de soupçons? Que leur cruauté était si calculée qu'elle a trompé des familles entières? Dites-moi en commentaire, feriez-vous confiance à une personne comme ça si vous ne connaissiez pas la vérité maintenant exposée? Si vous ressentez un frisson devant la froideur et la planification de ces crimes, laissez un pouce bleu tout de suite. Et partagez pour que d'autres familles voient les signes des psychopathes et des criminels qui peuvent être à l'affût, même au sein du cercle familial. L'avocat de la défense d'Adeline et Antoine, Maître Lambert, a tenté toutes les stratégies possibles pour libérer ce duo de l'enfer de la prison. Mais à chaque tentative, il ne parvenait qu'à exposer davantage la nature absurde et cruelle de ses clients. C'était un spectacle de désespoir et de mensonges. Première tentative, aliénation mentale. Mes clients souffrent de troubles psychiatriques graves. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, ils ont agi sous l'effet de délire et de la pression. Le procureur Fournier a anéanti cette défense en quelques secondes. Maître, vos clients ont planifié 5 assassinats, un séquestre et une torture de 7 mois, avec des méthodes différentes dans des villes différentes. Ils tenaient un carnet avec 40 futures victimes. Ce n'est pas un délire, c'est la préméditation d'un esprit diabolique. Où est la folie dans un plan si méticuleux? Deuxième tentative, la légitime défense. Adeline et Antoine se sentaient menacés par Madame Geneviève qui les faisait chanter émotionnellement.
et refusaient de leur donner l'argent qui leur était dû. Le tribunal entier a ri. Comment torturer, priver de nourriture et de médicaments, et tenter d'empoisonner et de brûler une personne âgée, est-ce de la légitime défense? C'était une insulte à l'intelligence de tous. Troisième tentative, le désespoir financier. Mes clients étaient ruinés. Ils avaient besoin d'argent pour survivre. Ils ont été poussés à bout. Mensonge. L'enquête a prouvé que, même avant la faillite, Adeline et Antoine vivaient au-dessus de leurs moyens, dépensant l'argent de précédentes escroqueries. Ils étaient motivés par l'avidité, non par la nécessité. Quatrième tentative, l'influence de drogue. Adeline était sous l'effet de médicaments puissants et Antoine de stupéfiants qui ont altéré leur comportement. Les examens toxicologiques des deux, réalisés en prison, ont été négatifs pour toute substance illicite ou médicament qui justifierait un tel comportement. Ils étaient sobres et conscients de leurs actes. Cinquième tentative, le trauma infantile. Adeline a subi des abus dans son enfance qui ont façonné sa personnalité. Et Antoine, une enfance difficile qui l'a rendu vulnérable. J'ai explosé. Mensonge! Ma fille a eu une enfance protégée, avec tout l'amour et les ressources que je pouvais lui donner. Elle n'a jamais subi aucun abus. Et Antoine non plus. Ce sont des mensonges pour cacher leur méchanceté. Sixième tentative, le syndrome d'aliénation parentale. La mère a manipulé Adeline pendant des années, créant du ressentiment et de la haine chez la fille. C'était le comble de l'absurdité. Moi, qui me suis sacrifiée toute ma vie pour elle, qui l'ai soutenue, qui l'ai aimée inconditionnellement, j'étais accusée d'aliéner ma propre fille. C'était l'inversion totale de la réalité, une attaque finale à ma dignité. Dernière tentative, désespérée, une demande de clémence. Je demande à mesdames et messieurs les jurés de prendre en considération la jeunesse de l'accusée Adeline, sa condition de mère et les prétendues possibilités de réinsertion pour les deux. Adeline avait 35 ans, elle n'était plus jeune, et des parents qui torturent et tuent pour de l'argent ne méritent aucune clémence. Les familles des victimes murmuraient, indignées. Chaque tentative de la défense était plus ridicule et révoltante que la précédente. L'avocat était visiblement désespéré. Il savait qu'il n'y avait aucun moyen de sauver Adeline et Antoine de la condamnation. Les preuves étaient irréfutables. Les vidéos étaient explicites. Les aveux au commissariat étaient clairs et leur comportement au tribunal était la preuve finale. La vérité était absurdement simple. Ils étaient coupables. Le meilleur moment fut quand le procureur Fournier, dans sa réplique, a réfuté toutes les défenses d'un seul coup. Mesdames et messieurs les jurés, vous avez entendu 7 stratégies différentes de la défense. Cela ne prouve qu'une seule chose. La défense sait que l'accusée Adeline et l'accusé Antoine sont coupables. Il n'y a pas d'argument réel, juste un spectacle de désespoir pour tenter de tromper la justice. Ne vous laissez pas manipuler. La vérité est devant vous. Si vous pensez que la défense d'Adeline et Antoine a été un spectacle d'absurdité et une insulte à l'intelligence de tous, laissez un pouce bleu. Parce que quand la méchanceté est si explicite, aucun argument ne peut sauver. Et dites-moi en commentaire quelle a été la justification la plus pathétique que vous ayez jamais entendue d'un criminel. Le moment des plaidoiries finales est arrivé. Le procureur Fournier s'est levé et a prononcé un discours qui a résonné dans le tribunal, émouvant et implacable, résumant l'horreur qu'Adeline et Antoine représentaient. Mesdames et messieurs les jurés, aujourd'hui, vous avez entre vos mains le destin de 2 des criminels les plus dangereux et les plus pervers que notre région ait jamais vus. Adeline Dubois et Antoine Legrand ne sont pas des victimes de la société. Ce ne sont pas des personnes en désespoir. Ce sont des tueurs en série, des séquestreurs et des tortionnaires qui ont transformé le crime en un commerce. Ils ont tué 5 innocents, ont séquestré une personne âgée et ont cruellement torturé leur propre mère pendant 7 mois. Et ils prévoyaient 40 assassinats de plus. Ce duo agissait avec une froideur terrifiante. Ils étudiaient leurs victimes comme des prédateurs, des personnes vulnérables, solitaires, puis les éliminaient sans pitié, par cupidité. Ils n'ont pas d'âme
pas de remords, pas d'humanité. Ce que vous avez vu et entendu aujourd'hui est la preuve irréfutable du mal pur incarné. Vous avez vu qu'il ne manifeste aucun remords. Au contraire, l'accusée Adeline a avoué et menacé ici même au tribunal, montrant qu'elle est irrécupérable, qu'elle sera toujours un danger pour la société. Antoine est son complice dans la barbarie, un reflet du même abîme moral. C'est pourquoi, mesdames et messieurs les jurés, je demande la condamnation maximale pour les deux. Homicide multiple qualifié par motif crapuleux, séquestration, torture et détention arbitraire, et tentative d'homicide qualifiée contre leur propre mère. Je demande plus de 200 ans de prison pour chacun, que la justice soit rendue avec toute sa rigueur. L'avocat de la défense a tenté un dernier appel émotionnel, pathétique et sans fondement. Mesdames et messieurs les jurés, rappelez-vous qu'Adeline et Antoine sont aussi des victimes. Victimes d'une société qui les a marginalisés, qui n'a pas offert de traitement adéquat pour leur prétendue maladie psychique. Ils peuvent être réhabilités. C'était ridicule. Adeline avait une formation, accès à tout. Antoine était un homme fort. Ils avaient des choix. Leur problème n'était pas un manque de traitement ou de marginalisation. C'était un manque de caractère, une méchanceté intrinsèque qui n'avait pas de remède. Réhabilité pourquoi, ai-je pensé? Pour tuer et voler à nouveau. Le procureur a eu droit à la réplique et est allé droit au but. Mesdames et messieurs les jurés, ne vous laissez pas tromper par des larmes feintes ou des justifications creuses. Les psychopathes sont des maîtres dans la manipulation. Adeline et Antoine essaient de vous tromper, comme ils ont trompé leurs dizaines de victimes. S'ils sortent de prison, ils tueront et voleront à nouveau. C'est une statistique prouvée, les tueurs en série ne se réhabilitent pas. C'est pourquoi la société doit être protégée d'eux pour toujours. La vie des victimes et la sécurité de tous dépendent de votre décision. Les 8 jurés, le visage grave et pensif, sont partis délibérer. Tout le monde au tribunal était en suspens. Je priais pour qu'ils rendent justice, pour qu'Adeline et Antoine restent en prison pour toujours, pour que ma souffrance et celle des autres familles n'aient pas été vaines. J'espérais que la vérité absurde aurait suffi. 5 heures plus tard, un temps angoissant pour ceux qui attendaient à la justice, les jurés sont revenus. Le tribunal s'est de nouveau tu, un silence coupant. Le porte-parole du jury, une femme d'âge mûr aux yeux fixes, a lu le verdict crime par crime. Après avoir analysé toutes les preuves, les témoignages et le comportement des accusés, nous sommes arrivés au verdict suivant. Quant à l'homicide de M. Louis, coupable d'homicide qualifié par motif crapuleux Adeline Dubois, coupable d'homicide qualifié par motif crapuleux Antoine Legrand. Le tribunal a soupiré de soulagement. C'était la première condamnation, la première victoire. Quant à l'homicide de Madame Hélène, coupable d'homicide qualifié par motif crapuleux Adeline Dubois, coupable d'homicide qualifié par motif crapuleux Antoine Legrand. Deuxième condamnation. Adeline et Antoine ont pâli. Leurs têtes se sont baissées. Quant à l'homicide de M. Pierre, coupable d'homicide qualifié par motif crapuleux Adeline Dubois, coupable d'homicide qualifié par motif crapuleux Antoine Legrand. Troisième. Les murmures ont commencé. Et quant à l'homicide et au vol de Madame Janine, coupable d'homicide qualifié par motif crapuleux et de vol Adeline Dubois, coupable d'homicide qualifié par motif crapuleux et de vol Antoine Legrand. Quatrième. Le marteau de la justice frappait lourdement. Quant au séquestre et à l'homicide de Madame Émilie, coupable de séquestre et d'homicide qualifié par motif crapuleux Adeline Dubois, coupable de séquestre et d'homicide qualifié par motif crapuleux Antoine Legrand. Cinquième et sixième condamnation. Le visage d'Adeline est devenu violet de rage et de peur. Antoine tremblait de manière incontrôlable. Quant à la torture, la détention arbitraire et la tentative d'homicide qualifiée contre Madame Geneviève Dubois, coupable de torture, de détention arbitraire et de tentative d'homicide
qualifier par motif crapuleux Adeline Dubois, coupable de torture, de détention arbitraire et de tentative d'homicide qualifié par motif crapuleux Antoine Legrand. Ma condamnation! Il paierait pour chaque jour de souffrance qu'il m'avait causé. Adeline s'est effondrée sur sa chaise en entendant tous les verdicts. Elle savait que sa vie était finie, qu'elle allait être emprisonnée pour le reste de sa vie. Elle a essayé de pleurer, mais ce n'était que des spasmes, sans une seule larme. Personne n'a eu pitié. Ils avaient tué et torturé trop de gens pour mériter de la compassion. Le juge a fixé l'audience de sentence pour la semaine suivante. Les accusés resteront en prison en attendant la détermination de la peine. L'attente de la sentence finale serait la dernière agonie. Mais la justice était déjà rendue. Adeline et Antoine allaient clés découvrir combien de siècles de prison ils allaient pas les prendre. Je suis sortie du tribunal avec un sentiment de soulagement et d'épuisement. Justice avait été faite. Adeline et Antoine allaient donc pourrir en prison, et le monde était plus sûr. Aucune autre famille n'allait souffrir ce que j'avais souffert. Aucune autre personne ne serait un numéro sur leur liste macabre. Ceci est la partie cruciale de mon histoire. Dans le prochain et dernier bloc, je vais raconter comment j'ai reconstruit ma vie après tout cela. Comment je suis devenue un symbole de la lutte contre la violence familiale et les psychopathes domestiques, et mon message final pour toutes les mères et tous les pères de France qui pourraient vivre le même cauchemar. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, laissez un pouce bleu et partagez, car cette histoire doit être connue. Elle doit alerter d'autres familles. À bientôt pour le bloc final, où l'espoir renaît des cendres de l'horreur. Vous avez vu Adeline et Antoine condamnés à des siècles de prison. Mais que se passe-t-il quand la justice triomphe, mais que la paix ne vient pas? Comment vivre avec les cicatrices d'une horreur indicible? Quelle vérité sombre je porte pour toutes les mères de France? Car mon enfer a laissé des marques que même la condamnation n'a pas effacées. La victoire au tribunal fut réelle, oui, mais le prix que j'ai payé, ce que j'ai découvert sur la persistance du traumatisme et l'absurdité de la vie post-horreur, m'a choqué moi-même, la survivante. Si vous voulez connaître le coût de la vérité face à son propre sang et comment l'horreur peut vous accompagner pour toujours, laissez un pouce bleu tout de suite. C'est une sombre alerte qui peut sauver des vies, mais vous coûter votre paix. Et partagez, car la rédemption totale n'existe pas toujours. Après la sentence, je suis retournée à ma propriété à Uzès. Les voisins, des anges, avaient tout nettoyé. Mais pour moi, la maison sentait encore la mort, la torture. Chaque recoin était un rappel vivant de l'enfer. Les nuits étaient un tourment de cauchemar. Adeline et Antoine me hantaient. Je me réveillais en criant, revivant la faim, la soif, l'emprisonnement qu'ils m'avaient imposé. Mon corps était libre, mais mon esprit restait en captivité. La Dreléa Durand, ma psychologue, a été claire. Madame Geneviève, le traumatisme est un compagnon. Vous ne serez plus jamais la même. La justice a gagné, mais le souvenir de l'horreur est votre cicatrice la plus profonde. Et c'était ma nouvelle réalité. Une survivante, oui, mais marquée pour toujours, sans l'innocence et la légèreté d'avant. La propriété, autrefois mon paradis, est devenue un musée de la douleur. Je n'ai plus planté de potager, je n'ai plus élevé d'animaux. La Geneviève d'avant, celle qui aimait la vie simple, est morte durant ces 7 mois de torture. Une femme plus dure, plus sceptique, qui ne faisait plus confiance à personne, est née. L'amour pour moi avait désormais le goût amer de la trahison. C'était ma nouvelle prison, la méfiance éternelle, plus cruelle que n'importe quelle grille. Si vous ressentez le poids de cette vérité, que la victoire judiciaire n'apporte pas une paix complète et que le traumatisme est une ombre éternelle, laissez un pouce bleu. Et dites-moi, la paix totale est-elle possible pour qui a vécu cette horreur? Ou est-ce un mirage qui hante? Mon histoire a explosé dans les médias nationaux. J'étais la Mamie Geneviève, un symbole. Mais pour moi, c'était un cirque.
ma tragédie personnelle exposée à la consommation publique. Chaque interview était un coup de poignard, revivant la douleur pour les caméras. J'ai reçu des milliers de lettres, oui, de victimes que j'ai aidées, mais aussi de curieux, d'anonymes me traitant de mère dénaturée. Le procureur Fournier m'a averti. « Madame Geneviève, vous êtes une figure publique. Le prix de la célébrité dans une histoire aussi bizarre est élevé. » Il avait raison. J'étais la Geneviève qui avait survécu à l'enfer, et cette identité me consumait. Des fans m'arrêtaient dans la rue, voulant des photos, des autographes, comme si ma vie était un divertissement. Je ressentais la curiosité morbide, pas la compassion. C'était un autre type de torture silencieuse. La publicité m'a exposée à de nouveaux dangers. Des menaces d'amis d'Adeline et Antoine m'ont forcé à renforcer la sécurité de la propriété, à embaucher des gardes. Mon foyer, que j'avais tant lutté pour récupérer, n'a plus jamais été un havre de paix. C'était une forteresse assiégée. Je suis devenu un symbole, mais un symbole de douleur, d'alerte, d'une horreur que la France, maintenant, savait qu'elle existait. Et ce message constant écoutait ma tranquillité. Vivriez-vous sous les projecteurs d'une tragédie aussi grotesque, revivant la douleur pour alerter d'autres? Quel prix paieriez-vous pour la justice et la vérité? La célébrité, même en sauvant des vies, perpétue-t-elle la souffrance du survivant? Dites-moi en commentaire. Si vous ressentez le poids de cette réalité, la bataille interne et externe sans fin, laissez un pouce bleu. Partagez pour que les gens comprennent que la lutte contre le mal ne s'arrête pas en prison et que la paix d'un survivant peut être un mirage lointain. Adeline et Antoine étaient en prison, mais moi, Geneviève, j'ai été condamnée à un cachot différent. Une prison sans barreaux, mais avec des chaînes invisibles du traumatisme. Je n'étais pas une héroïne, j'étais une survivante en état d'alerte permanent. La peur qu'eux, ou d'autres comme eux, ne m'atteignent. Leurs fantômes hantaient ma propriété, mes pensées, mes nuits blanches. Mon corps était tendu, prêt à lutter, à fuir l'horreur qui habitait en moi. J'ai essayé de pardonner, mais comment pardonner à qui a torturé mon âme, qui a tué ma paix, qui a détruit ce que j'aimais? Le pardon semblait une trahison envers ma propre douleur. J'ai choisi la justice, pas la rédemption spirituelle. Les nouvelles de l'emprisonnement étaient un mélange de soulagement et de rappel constant. Il ne regretterait jamais. Et je n'oublierai jamais. Ma vie, autrefois une chanson de paix, est devenue un hymne d'alerte. Un témoignage sombre que l'amour peut être déformé en cupidité et la famille, le pire des cauchemars. Je suis devenue la preuve vivante de cela. Mon rire était moins fréquent, mes yeux plus fatigués. Le temps n'a pas guéri toutes les blessures. Il les a seulement transformées en cicatrices éternelles, le prix absurde d'avoir survécu. Si vous comprenez que la vraie prison n'a pas de barreaux et que le traumatisme est une captivité permanente, laissez un pouce bleu. Et dites-moi, un survivant de l'horreur trouve-t-il une paix totale? Ou est-ce toujours un mirage? Aujourd'hui, à 78 ans, dans la propriété qui fut mon enfer et qui est aujourd'hui mon sanctuaire assiégé, je laisse mon message final. Ne soyez pas aveugles aux signes de cruauté chez vos proches. Le sang ne justifie pas la méchanceté. Rompez les liens toxiques, dénoncez, protégez-vous, cherchez de l'aide. La violence familiale prospère dans le silence. Pour les enfants, l'héritage n'est pas un droit de cruauté. Pour la société, regardez autour de vous, soyez la voix des vulnérables. Mon histoire se termine ici, mais mon alerte résonne. Adeline et Antoine sont en prison, je suis libre, mais ma liberté a eu un prix. La paix est une chimère, mais la lutte pour la justice et pour alerter continue. Que l'enfer que j'ai vécu serve de phare pour que personne d'autre n'ait à vivre ce que j'ai vécu. Si cette histoire vous a touché, si ma voix chargée de douleur et de vérité a résonné, laissez un pouce bleu, partagez, commentez. Votre action peut être le seul espoir de quelqu'un vivant l'enfer à la maison. C'est mon héritage final, l'alerte sombre d'une survivante. Merci de m'avoir écouté. Que la paix pour vous
soit plus qu'un mirage.